La vidéo que vous êtes en train de regarder provient des formations gratuites de Docstring. Si vous souhaitez en voir davantage, vous pouvez vous inscrire sur docstring.fr pour profiter de toutes les formations disponibles sur le site. Vous trouverez tous les liens à ce sujet dans la description. Également, si vous souhaitez davantage de formations gratuites, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu pour encourager la création de nouveaux contenus. Dans cette partie, on va voir un autre concept fondamental de la programmation qui est la clé de l'automatisation de processus qui peuvent être très longs pour l'être humain que nous sommes, mais très rapides à exécuter pour une machine. Ce concept, c'est le concept des boucles. Une boucle, ça sert principalement à deux choses. La première, c'est de pouvoir répéter une opération un certain nombre de fois. Jusqu'à présent, si on voulait exécuter une opération 2 fois ou plus, on n'avait pas vraiment d'autre option que de dupliquer nos lignes de code. Avec les boucles, on va pouvoir exécuter une opération des milliers de fois avec seulement quelques lignes de code. La deuxième utilité des boucles, c'est de pouvoir parcourir des structures de données, comme les listes par exemple. Ainsi, on va pouvoir passer à travers une liste de fichiers pour les trier et supprimer les fichiers trop volumineux. Donc c'est vraiment un exemple parmi tant d'autres. Vous allez voir qu'une fois qu'on sait utiliser les boucles, on ne peut plus s'en passer. Tout d'abord, il faut savoir qu'en Python, il existe deux types de boucles, les boucles for et les boucles while. Dans cette partie, on va s'intéresser à la boucle for. La boucle for, elle nous permet principalement de parcourir des structures de données. La syntaxe d'une boucle for, elle est assez simple et elle ressemble à la syntaxe d'une structure conditionnelle. On retrouve les deux points à la fin de la ligne et l'indentation sur la ligne suivante qui indique un bloc d'instructions. On comprend donc avec l'indentation que le print appartient à la boucle. Pour définir une boucle, on utilise le mot for et le mot in. For, ça signifie pour, et in, ça signifie dans. Donc si on traduit cette boucle en français, ça donne ça. Pour élément dans liste, print élément. Cette boucle, elle va nous permettre donc de parcourir une structure de données, en l'occurrence ici une liste. Élément, ici, c'est tout simplement une variable qu'on peut donc appeler comme on veut et qui va être affectée à chaque itération de la boucle à une valeur de notre liste. Donc pour que vous compreniez bien comment fonctionne une boucle, on va prendre un exemple plus concret d'une boucle qui passe à travers une liste de nombres. Vous voyez ici que j'ai changé le nom de ma variable et que je l'ai appelé i. Donc c'est une convention que vous allez retrouver très souvent. Quand on boucle sur une liste de nombres, on utilise généralement comme nom de variable i. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, on pourrait appeler cette variable n'importe comment. On peut l'appeler élément, i ou même Jean-Paul. Dans tous les cas, ça va fonctionner. Mais c'est tout de même important de bien nommer vos variables, de suivre les conventions pour que votre code reste compréhensible. Ce qu'il faut bien comprendre avec les boucles, c'est que Python va se charger tout seul d'assigner à i la valeur de l'itération courante. Une itération, c'est le fait de répéter un processus. Ici, on boucle sur une liste qui contient 5 nombres. On dira donc que cette boucle contient 5 itérations. Donc si on se met dans la tête de l'interpréteur Python, vous allez avoir un code qui va être exécuté de la façon suivante. On commence avec la première itération. Python va donc automatiquement assigner la première valeur de notre liste à la variable i, qu'on va ensuite afficher avec la fonction print. I sera donc égal à 0 et on affiche donc le nombre 0 à l'écran. L'interpréteur Python revient à la ligne du dessus pour continuer avec la deuxième itération de la boucle, dans laquelle la variable i sera cette fois-ci égale à la deuxième valeur contenue dans la liste. Donc dans ce cas-ci, le nombre 1. On rentre là encore une fois à l'intérieur de la boucle et on exécute la fonction print pour afficher cette valeur à l'écran. On recommence encore une fois avec la troisième itération et i qui prend maintenant la valeur de 4. Quatrième itération avec i qui est égal à 7. Et pour finir, on va avoir la cinquième et dernière itération avec i qui est égale à la dernière valeur contenue dans notre liste, donc dans ce cas-ci le nombre 8. On passe une dernière fois sur la fonction print pour afficher cette valeur à l'écran, et vu qu'on est rendu à la dernière itération, on sort donc de la boucle for et on continue avec la suite de notre script. Voilà donc comment fonctionne une boucle for pour l'interpréteur Python. Donc dans ce cas-ci, on a utilisé notre boucle pour passer à travers une liste. En plus des listes, on peut également utiliser une boucle for pour passer à travers, par exemple, chaque caractère d'une chaîne de caractères. Donc dans ce cas-ci, on utilise la boucle for pour passer à travers le mot Python. La boucle for, elle permet donc d'afficher toutes les lettres du mot Python les unes à la suite des autres, comme si on avait tout simplement utilisé 6 fois la fonction print. Je vous ai dit au début de cette partie qu'on pouvait également utiliser les boucles pour répéter une opération un certain nombre de fois. Et c'est là que rentre en jeu la fonction range. La fonction range, elle nous permet de rapidement créer une liste de nombres de la taille qu'on lui indique.
En passant le nombre 10 à la fonction range, on se retrouve donc avec une liste qui contient 10 nombres. Et donc cette fonction, on peut s'en servir à l'intérieur d'une boucle for pour répéter une opération un très grand nombre de fois. Avec cette boucle for, on affiche 10 000 fois le mot bonjour à l'écran. Vous êtes d'accord avec moi que si on avait dû créer à la main une liste de 10 000 nombres, ça aurait été un peu long. La fonction range, elle nous permet donc de rapidement créer des listes vraiment gigantesques dont on peut ensuite tirer profit pour répéter une opération avec la boucle for. Donc voilà pour la syntaxe et le fonctionnement de la boucle for. Donc pour résumer, une boucle for, ça permet soit de répéter une opération un certain nombre de fois, comme on l'a vu par exemple avec la fonction range en parcourant une liste, ou on peut aussi parcourir directement une structure de données. Donc dans ce cas-ci, on va utiliser les valeurs à l'intérieur de notre structure de données, par exemple pour les afficher à l'écran, pour faire des calculs, pour faire des structures conditionnelles, donc comme l'exemple que je vous avais indiqué au début, par exemple pour parcourir une liste de fichiers, pour trier par exemple tous les fichiers qui sont de type image. Donc c'est de cette façon qu'on va principalement utiliser la boucle for, et dans la prochaine partie, on va tout de suite voir un autre type de boucle qui est assez similaire et qui permet généralement de faire la même chose mais qui fonctionne un peu différemment, et cette autre boucle, c'est la boucle while. Avant de vous montrer en détail le fonctionnement de la boucle while, je tiens à préciser que la boucle for comme la boucle while permettent généralement de réaliser le même type d'opération. C'est vraiment juste leur façon de fonctionner qui est différente. La syntaxe d'une boucle while, c'est la suivante. À la différence de la boucle for qui demandait une structure de données, comme une liste ou même une chaîne de caractères, la boucle while, elle va s'exécuter tant qu'une condition est vraie. Dans la partie précédente, on a utilisé une boucle for pour répéter une opération 10 000 fois. Mais vous êtes d'accord que ça paraît un peu bizarre car au final, on crée une liste de 10 000 nombres avec la fonction range, mais on n'utilise pas vraiment cette liste directement. C'est juste un moyen d'exécuter une action un certain nombre de fois. Donc on peut à la place d'une boucle for utiliser pour ce faire une boucle while qui va fonctionner exactement de la même façon mais avec une logique différente. À la place de passer à travers une liste, on va donc exécuter la boucle tant que la condition qu'on indique à while est vérifiée. On initialise donc une variable i qui est égale à 0. On indique à while qu'on veut exécuter la boucle tant que i est strictement inférieur à 10 000. Et à l'intérieur de la boucle, on incrémente i de 1 en même temps qu'on print le mot bonjour. On va donc afficher 10 000 fois bonjour, car lors des 10 000 premières itérations, i sera bien plus petit que 10 000, et c'est uniquement quand i va atteindre la valeur de 10 000 que la condition i strictement inférieure à 10 000 sera fausse, et qu'on va donc sortir de la boucle. Donc au final, vous voyez que ces deux boucles sont équivalentes, c'est juste la méthode qui change. Donc les boucles while, c'est très pratique, mais c'est aussi très dangereux. Avec une boucle for, on passe à travers une structure de données d'une taille déterminée. On ne peut en effet pas créer une liste qui contiendrait des valeurs à l'infini. La liste est donc d'une taille définie dès le départ. La boucle while, par contre, si elle est mal utilisée, elle peut aboutir sur ce qu'on appelle une boucle infinie. Vous voyez ici que j'ai enlevé la ligne de code qui incrémentait la variable i à chaque itération. i sera donc toujours égal à 0 et la condition i plus petit que 10 000 sera vraie. Le script va donc afficher le mot bonjour à l'infini, ce qui aura pour conséquence de faire planter votre script, voire votre ordinateur, puisque le script ne s'arrêtera jamais et va exécuter des milliers d'opérations à la seconde. Dans certains cas de figure, cependant, on ne sait pas d'avance combien de fois une opération peut être répétée. Dans ce cas-ci, la boucle while a son intérêt. Imaginez un script dans lequel vous demandez à l'utilisateur à chaque itération de la boucle s'il veut continuer l'opération. Dans un cas comme celui-ci, vous ne pouvez pas prévoir d'avance si la personne va exécuter l'opération une fois, 10 fois ou 10 000 fois. Ici, tant que la variable continuer est égale à la lettre O, on exécute la boucle et on demande à l'intérieur de la boucle si l'utilisateur veut continuer, avec la fonction input. Si l'utilisateur nous retourne la lettre O pour oui, alors on continue, et sinon, avec n'importe quelle autre valeur, la variable continuer ne sera donc plus égale à la lettre O, et on va sortir de la boucle. Donc la différence ici avec la boucle infinie qu'on avait précédemment, c'est que la fonction input, elle va momentanément interrompre l'exécution de la boucle puisqu'on attend un input de l'utilisateur. Ça limite donc les risques puisque tant que l'utilisateur ne rentre aucune information, notre script Python ne va rien faire et va juste attendre. Un autre cas de figure dans lequel on pourrait vouloir une boucle infinie, c'est dans le cas où on veut répéter une opération, par exemple toutes les 10 minutes. La condition qu'on indique à la fonction while ici, c'est tout simplement le booléen true. Donc là vraiment la boucle est infinie à coup sûr, vous n'avez aucun autre moyen de sortir de cette boucle que d'arrêter directement le processus Python dans le gestionnaire des tâches.
Là encore, à la différence de la boucle infinie qu'on avait précédemment et qui exécutait des milliers d'opérations à la seconde, ici on utilise un module, le module time, qui nous permet avec la fonction sleep de dire à notre script qu'il doit attendre un certain nombre de secondes entre chaque opération. Ici, on fait donc une sauvegarde de la base de données toutes les 600 secondes, c'est-à-dire toutes les 10 minutes. Donc c'est un exemple concret d'un script qui pourrait rouler en arrière-plan sur une machine pour réaliser par exemple comme ici une sauvegarde de la base de données. On veut que cette sauvegarde s'effectue toutes les 10 minutes et ce, tant et aussi longtemps que l'ordinateur sur lequel roule le script est allumé. Donc pour résumer, on a vu qu'une boucle while est exécutée tant qu'une condition est vraie, ce qui implique donc qu'il faut bien faire attention avec ce type de boucle à ce que la condition ne soit pas tout le temps vraie pour éviter de rentrer dans une boucle infinie, à moins que ce soit intentionnel comme dans les deux derniers exemples que l'on a vus. Dans cette partie, on va voir deux instructions qui nous permettent d'altérer le déroulement d'une boucle, l'instruction continue et l'instruction break. Quand une boucle for ou une boucle while rencontre l'instruction continue, elle va passer directement à la prochaine itération sans exécuter le reste du code qui se trouve après. Dans l'exemple que vous avez devant vous, on vérifie à l'intérieur de notre boucle avec la méthode isDigit si la chaîne de caractères éléments contient un nombre. Si c'est le cas, on utilise l'instruction continue et on ne print donc pas l'élément puisque Python va passer directement à la prochaine itération. Dans le cas de Paul et de Pierre, isDigit va nous retourner false, donc Python ne passera pas sur l'instruction continue et affichera donc Paul et Pierre à l'écran avec la fonction print. Donc le résultat de tout le code que vous avez devant vous, ça va être uniquement Paul et Pierre. On saura quand même passer à travers l'entièreté de notre structure de données, puisque continue n'arrête pas l'exécution de la boucle, elle fait juste passer à l'itération suivante. Si maintenant, à la place de continue, on utilise break, cela aura pour effet de sortir cette fois-ci de la boucle. Dans cet exemple, le premier élément de la liste contient bien un nombre. Donc dès la première itération, Python va rencontrer l'instruction break et va sortir de la boucle. Le script n'affichera donc rien, puisque la boucle n'aura même pas eu l'occasion de se rendre jusqu'aux éléments Paul et Pierre. Donc dans ce cas-ci, par rapport à continue, on arrête dès la première itération et on ne passe même pas sur l'entièreté de notre structure de données. Donc pour résumer, continue ça fait passer la boucle directement à la prochaine itération et break ça arrête l'exécution de la boucle au complet. Dans cette partie, on va voir ce qu'on appelle les compréhensions de liste que vous retrouverez également sous le nom de liste en compréhension ou même list comprehension en anglais. Les compréhensions de liste, ça nous permet d'itérer sur une liste et de filtrer les éléments grâce à des structures conditionnelles, tout ça en une seule ligne. Actuellement, si on veut filtrer les éléments d'une liste, on doit écrire pas mal de lignes de code. Par exemple, ici, on veut récupérer uniquement les nombres positifs dans la liste. On commence donc par créer une liste vide qui va contenir les nombres positifs. On boucle ensuite sur chaque élément de notre liste d'origine. On vérifie si l'élément sur lequel on itère est plus grand que 0, et si c'est le cas, on l'ajoute à la liste que l'on a définie au début du script. Tout ça, on va pouvoir l'écrire beaucoup plus simplement sur une seule ligne grâce aux compréhensions de liste. Dans son expression la plus simple, une compréhension de liste, ça ressemble à ça. On retrouve les crochets qui définissent une liste et l'instruction for i in list qui nous permet d'itérer sur notre liste d'origine. Et pour finir, on indique ce qu'on veut faire avec i. Dans ce cas-ci, on fait juste retourner i tel quel, donc on ne change rien. En l'état, cette compréhension de liste, du coup, elle ne change absolument rien à notre liste d'origine. La liste nombre positif, elle contiendra tous les éléments de la liste qu'on a définie à la première ligne. Là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut ajouter à la fin de notre compréhension de liste une structure conditionnelle pour filtrer les éléments. On indique ici qu'on veut récupérer uniquement les éléments qui sont supérieurs à 0. On aura donc dans notre liste nombre positif uniquement les nombres 1, 2, 3, 4 et 5. On peut également directement à l'intérieur de notre compréhension de liste modifier la valeur de i, comme ici par exemple pour la multiplier par 2. On aura donc toujours uniquement les nombres positifs, et cette fois-ci multipliés par 2, donc 2, 4, 6, 8 et 10, au lieu de 1, 2, 3, 4 et 5. Donc i fois 2 pour i in list, si i est plus grand que 0. Tout ça à l'intérieur de crochets, et on a notre compréhension de liste. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne. Et si tu as la moindre question, tu peux bien entendu la poser en commentaire.